Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 62. Et pour meubler cette suggestion, un film qui est un des films cultes du cinéma allemand d'avant la Deuxième Guerre mondiale, L'Ange bleu de Joseph von Sternberg, avec un acteur extraordinaire, Emil Jannings, et une jeune actrice qui va commencer à monter vers le firmament du 7e art à partir de ce film, Marlène Dietrich. Quelques mots d'abord sur Sternberg. Il est de confession juive, une famille juive autrichienne, et au milieu des années 20, il rejoint son père qui est aux États-Unis, et où il fait un certain nombre de films, et puis il a une période, il est encore jeune, il a une période un peu tourmentée, et finalement il va décider de rentrer en Allemagne, avec l'apparition du cinéma sonore, chanté et parlé, du parlant. Et L'Ange bleu sera, sinon le premier, autant que je sache, du moins un des tout premiers films parlants réalisé et produit en Allemagne. Emil Jannings était un acteur célèbre qui était déjà une grande vedette au milieu des années 20 dans le cinéma allemand. Il a fait un rôle formidable dans Le Dernier des Hommes de Murnau, où il joue le portier d'hôtel qui est en train de vivre une période de déchéance. Et puis ensuite, il est invité aux États-Unis et il tourne un ou deux films, il est célèbre. Mais avec l'apparition du parlant, lui aussi, il se rend compte que ça risque d'être très difficile de rester aux États-Unis parce qu'il a un accent allemand, quand il parle l'anglais, à couper au couteau. Et donc, ça risque de limiter les rôles dans lesquels il peut jouer. Et donc, lui aussi décide de rentrer en Allemagne. Et donc, c'est un peu pour ces considérations-là, ou ces raisons-là, que Jannings et Sternberg vont se retrouver ensemble pour le projet de L'Ange bleu. L'Ange bleu, c'est d'abord l'adaptation d'un roman de Heinrich Mann, qui est le frère de Thomas Mann, autant que je me souvienne, et qui va d'ailleurs participer à quelques petites modifications pour l'adaptation cinématographique du film. Et surtout, Joseph von Sternberg va imposer, parce qu'il y avait d'autres propositions, mais il a tenu bon, Sternberg, il va imposer donc Marlène Dietrich, qui est une jeune inconnue à l'époque, et qui va exploser dans le rôle de Lola Lola, une chanteuse de cabaret, qu'elle joue dans ce film. Alors, bien sûr, je ne dirai pas la fin. Simplement, je voudrais dire que ce film, il est un film assez fascinant parce qu'il a les défauts de ses qualités et les qualités de ses défauts. En réalité, ce n'est pas vraiment des défauts, mais c'est un film qui a été capable de saisir l'état d'esprit, les mœurs et la traduction de cet état d'esprit et de ces mœurs dans les comportements des gens tels que cela fonctionnait dans l'Allemagne de la toute fin des années 20 et du début de 1930. Et donc il y aura deux, trois choses à dire parce que dans ce film, il y a aussi et surtout peut-être un reflet, comme dans un miroir, de la finesse et en même temps du manque de finesse des relations qui peuvent exister dans certains milieux sociaux, d'une certaine forme de grossièreté, d'inélégance qui peuvent exister, et en même temps, on voit ce qui peut préoccuper les personnages à travers cette œuvre de fiction. Emil Jannings incarne le rôle d'un professeur Rath,
terriblement conformiste et conventionnel, et qui pense que le mérite d'un professeur, c'est essentiellement de surveiller et d'être prêt à punir les élèves, beaucoup plus que de leur apprendre des choses, et que c'est de calibrer en quelque sorte les élèves pour qu'ils soient conformes aux règles du conformisme. Il s'agit de les calibrer pour qu'ils deviennent de prototypes, des modèles du comme il faut, tel qu'il était conçu dans la société allemande du début de 1930. Il y a une ou deux scènes qui sont extraordinaires, puisqu'on le voit rentrer dans la classe, attendre qu'un des élèves, qui est le délégué de classe, et qui, passez-moi l'expression, est un peu lèche-cul, vienne lui prendre son manteau, il s'assied, et visiblement, il a des gestes qui sont les gestes répétitifs de tout un cérémonial, d'une messe profane que doit consacrer l'enseignant face à ses élèves. Il sort son mouchoir de la poche, il se mouche bruyamment, il replie son mouchoir, il le remet, il regarde l'air suspicieux et autoritaire la classe, et quand il voit que quelqu'un n'est pas très discipliné ou concentré, qu'il a tendance à se préparer à avoir une attitude étourdie, il sort son affreux et vilain petit carnet noir et il note. Au fond, c'est un système hiérarchique dans cette école dont l'objectif n'est pas de faire apprendre des choses aux élèves, n'est pas de développer une pédagogie efficace, épanouissante, mais c'est de transformer les élèves en braves soldats disciplinés, sans saveur, mais disciplinés. Et donc on voit que tout est fondé sur la recherche et la menace de la surveillance, car derrière la surveillance se profile la punition. Et le carnet qu'il a, eh bien, est l'instrument de cette idéologie du surveiller pour punir, si nécessaire, qui prévaut la vision du monde du professeur Rath. Alors évidemment, par rapport à une discipline qui s'impose au forcing, il y a forcément des tendances de chahut, et les élèves l'appellent Unrat, ce qui veut dire rature en allemand, qu'il déforme donc son nom de famille. Il y a bref un système où tout est défini et définitif par définition, et tout ce qui échappe à cette vision conformiste du monde est forcément suspecte et mérite d'être réprimé. Quant aux leçons d'anglais qu'il donne, elles sont d'une platitude et d'une banalité. Évidemment, Sternberg prend plaisir à forcer le trait. Et ce professeur Rath, il a une vie qui est réglée comme du papier de musique, un peu comme l'était la vie de Emmanuel Kant, n'est-ce pas? Tous les matins, il partait se promener, il attendait l'arrivée de la diligence qui apportait la dépêche, qu'il lisait, etc. Il n'y a rien d'inattendu dans cette vie. Et pourtant, l'inattendu va venir. Au fond, c'est le serpent qui se mord la queue. Comme disait Karl Marx, c'est notre vieille camarade la taupe de l'histoire, c'est-à-dire les contradictions internes de ce système, qui évidemment n'est pas un système harmonieux et qui ne peut pas prétendre parvenir au mouvement perpétuel, c'est-à-dire un mouvement qui se développe en permanence parce qu'il n'y a pas de frottis, de frottements qui freinent évidemment le mouvement lui-même. Et un jour, voyant qu'il y a des élèves qui font l'école missionnaire, il se met à les poursuivre et il se retrouve dans le cabaret où ces vilains garnements, ces chères têtes blondes, se sont réfugiés et où se produit justement la, j'allais dire la belle, mais la fascinante Lola Lola, incarnée par la belle Marlène Dietrich. Et à partir de là, il se retrouve dans un engrenage qui
fait que de la position dominante dans laquelle il va se retrouver victime d'une dynamique qu'il ne contrôle plus et qui va le conduire dans une énorme déchéance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va jouer au gentleman à partir du moment où Lola Lola, dont le personnage donc, est un personnage qui a des mœurs, disons, plutôt légères, eh bien, flatte par séduction le côté monsieur élégant, monsieur bien poli, monsieur brave chevalier des bonnes manières du professeur Rath. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'il y a un déclic qui se fait et qui va être mortel pour le pauvre professeur Rath, parce que c'est un matelot avec une casquette de marin à visière qui est plutôt éméché, qui va encombrer des coulisses du cabaret, qui va faire un scandale, et qui va même, parce qu'il veut aller rentrer dans la loge de Lola Lola, où se trouve justement le professeur Rath, qui est à la recherche de ses élèves, qui eux-mêmes sont cachés sous un rideau, ou derrière un rideau dans la loge de Lola Lola, eh bien, il va être amené à intervenir pour chasser ce malotru ivre qu'est ce marin et qui incarne le corps en trop. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'en 1930, eh bien, le malheur parvient de ce qu'il y a des corps en trop qui encombrent les espaces de déplacement des personnages. Évidemment, comment ne pas voir une allusion à la vision du monde d'un abject parti qui est le parti nazi, qui lui aussi dit que si en Allemagne il y a des problèmes, c'est parce qu'il y a des corps en trop qui encombrent et qu'il faut mettre à l'écart, qu'il faut éliminer de la vision et de l'espace de manœuvre sociale d'un peuple allemand régénéré s'il se débarrasse de ses corps en trop. Et donc le film, c'est vraiment une éponge qui absorbe les déterminations à l'œuvre et qui les montre. Ce qui est intéressant aussi à noter dans ce film, et à partir de là, ça va être la déchéance, parce qu'il va passer une nuit d'amour avec Lola, et évidemment, il va être en retard pour son cours, et là, il va être l'objet du chahut ouvert et de l'indiscipline ouverte de la part de ses élèves, parce qu'il n'est plus en situation d'incarner la conformité, et donc il n'a plus l'autorité légitime aux yeux de ses élèves pour les surveiller et les punir. Et cette dégradation va finir par être mortelle, mais ça, je ne vous raconte pas l'issue du film. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que, y compris dans le mouvement, les chansons, les espèces de danse qu'il y a dans le cabaret, eh bien, il y a comme une lourdeur qui marque le mouvement des corps et fait qu'il y a plus de côté mal dégrossi dans ces mouvements-là qu'une élégance sensuelle, raffinée, extraordinaire. Et c'est pour ça que je disais que la belle et formidable, élégante Marlène Dietrich, elle arrive à très bien incarner cette revendication mal dégrossie de la sensualité attirante féminine, mais c'est certainement pas fondé sur l'élégance. Donc c'est une société que l'on voit qui est empesée par toute une série d'angoisses qui font que les corps sont lourds et que c'est cette lourdeur-là qui va entraîner la déchéance de Rath, mais aussi la cruauté des gens qui vont venir voir cette déchéance dans un voyeurisme qui va finir par être terrible et terrifiant. Et donc c'est un film qu'il faut absolument voir. Cela s'appelle L'Ange bleu, Der Blaue Engel, de Joseph von Sternberg avec Marlène Dietrich et Emil Jannings. Prenez bien soin de vous, respectez les consignes de distanciation physique, développez votre proximité cinéphile et exercez votre vigilance démocratique. À très bientôt, merci, au revoir.